Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des chevaux légers dirigé par Luc Le Garsmer, diffusé en direct jeudi 13 décembre 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir, merci de votre fidélité renouvelée, continue, assidue à Radio Courtoisie d'abord, la radio de toutes les droites, du pays réel et de la francophonie, et en particulier au libre journal des chevaux légers. Nous sommes le 13 décembre 2018, il y a quelques jours, il y a 5 jours, c'était le samedi 8 décembre, en la fête de l'Immaculée Conception, le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou, aîné des Capétiens, a publié un communiqué de presse consacré, je cite, au mouvement de protestation et de contestation des Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes, c'est bien évidemment le grand sujet d'actualité, du moins, hélas, ce l'était jusqu'à cet attentat qui a endeuillé la ville de Strasbourg hier et toute la France. Ce vaste mouvement a connu un certain nombre d'actes, de grandes manifestations, à Paris et en province, et il ne faut pas que les images saisissantes qui ont pu être prises notamment sur les Champs-Élysées, je pense à ces 12 ou 14 blindés déployés la semaine dernière par la gendarmerie nationale, il ne faut pas, dis-je, que ces images les plus frappantes fassent oublier d'autres images, d'autres scènes. Je veux parler de toutes ces manifestations, statiques ou cortèges, de tous ces blocages, de tous ces barrages qui ont lieu un peu partout sur le territoire national, en métropole et en Outre-mer. Je pense en particulier à La Réunion. Revenons à ce communiqué de presse pris par le prince Louis de Bourbon. Il exprime dans ce communiqué de presse, je cite, sa solidarité, sa profonde compassion pour ceux qui souffrent, dénués de ressources, écrasés de charges. Et ces personnes, ces gilets jaunes, ces Français, le prince a choisi de les qualifier de majorité silencieuse et il qualifie de légitime leurs aspirations. J'ajoute que le prince Louis de Bourbon a condamné par ailleurs la violence de certains groupes extrêmes. Fin de citation. On a tous en mémoire à l'esprit à la fois les propos tenus par les journalistes et puis les images prises de débordements, notamment sur les Champs-Élysées. La semaine dernière, samedi 8 décembre, c'était également dans le 17e arrondissement de Paris. Alors, ce communiqué de presse du prince, il a été abondamment relayé, d'abord sur le Huffington Post, ensuite par une journaliste de CNews, et puis il a été démultiplié, sa viralité, sa résonance a été démultipliée par les réseaux sociaux. Vous avez peut-être lu également un entrefilet dans le Valeurs Actuelles du jour. Il a été repris entre-temps, évidemment, par Le Figaro, quantité d'autres journaux, et également par France Info. Il faut bien comprendre que ce mouvement des Gilets jaunes, quelle que soit sa postérité, quelle que soit sa pérennité, on pense notamment à l'acte 5 qu'il peut se donner dans 2 jours, nous serons le samedi 15 décembre 2018, il faut bien comprendre, dis-je, que ces Gilets jaunes posent une question qui est politique
Et d'ailleurs, l'un d'entre eux n'a-t-il pas, il y a déjà quelques semaines, appelé à ce que l'on nomme à Matignon, à la place du Premier ministre Édouard Philippe, le général Pierre de Villiers, qui s'était distingué par une protestation silencieuse mais néanmoins ferme en présentant sa démission de la direction de l'état-major des armées. Il pose, dis-je, ces gilets jaunes, la question politique. Il pose sans doute même la question institutionnelle et il faudra distinguer les deux pendant des années, pendant des décennies. Que dis-je, en France, il était d'usage de prôner au maximum une alternance. Il semble aujourd'hui que les gilets jaunes, si l'on peut parler de gilets jaunes dans la mesure où ils n'ont pas de représentants, où ils refusent à bon droit de se structurer, dans la mesure, dis-je, où ces gilets jaunes semblent parfois aspirer à autre chose, posent la question de la démocratie, notamment la question de la démocratie directe. On a vu également des photographies d'un drapeau fleur-de-lysée, photographies prises il y a quelques jours sur les Champs-Élysées. Et puis il y a cette question typiquement institutionnelle et juridique, celle du référendum d'initiative citoyenne, dont il faudra mesurer l'ampleur et surtout mesurer la popularité auprès de l'opinion publique et également de la presse française. Bref, ces événements, qu'on les qualifie de révolution conservatrice ou de rébellion temporaire, de nouvelles controverses fiscales ou de soulèvement durable, ces événements, dis-je, posent une question, celle d'un moment monarchique, c'est-à-dire tout bonnement celle de la restauration d'un peuple, de la restauration d'un pays, de la restauration d'une nation et peut-être de la restauration d'un souverain. De tout cela, je m'entretiendrai avec deux personnes. Avec vous d'abord, Jacques Hoggard. Bonsoir Jacques Hoggard. Bonsoir cher ami. Alors Jacques Hoggard, vous êtes colonel, vous avez servi comme colonel dans la Légion étrangère. Oui. Est-ce que vous présidez toujours l'association des chefs de section parachutistes ayant combattu au feu ? Oui, je suis toujours le président de ce très beau rassemblement d'un certain nombre de nos anciens, parce que je suis un des plus jeunes évidemment, quoique ayant maintenant dépassé la soixantaine, mais je suis un des plus jeunes de ce très beau rassemblement créé par 4 anciens officiers qui avaient quitté l'armée les années suivant la fin de l'Algérie française, et en particulier le commandant Oudinot, le commandant Muel, pour les deux plus connus d'entre eux, et qui est un rassemblement encore une fois très structuré par l'amitié, par la fidélité, par le souvenir, et aussi par l'implication, je dirais patriotique. Le sentiment de ce club d'élite est évidemment très très français et pénétré d'amour de la France. Voilà. Il faut comprendre ce que c'est qu'un chef de section parachutiste. Qu'est-ce que c'est une troupe de choc? Chef de section, alors le nom vient de ce que le nom. Les chefs de section, c'est les jeunes officiers, lieutenants ou sous-lieutenants ou aspirants, ou les vieux sous-officiers entre guillemets, adjudant-chef ou adjudant, qui commandent l'élément de base de l'infanterie française, la section, 30 hommes. Ou 40 hommes selon les cas, mais qui est l'élément de base de l'infanterie française. Alors tout ça, ça a un petit peu changé aujourd'hui. Le club va s'appeler maintenant d'ailleurs le club des paras au feu, tout simplement, parce que on a beaucoup de gens comme moi d'ailleurs, qui ont été chefs de section, parachutistes au feu, mais qui n'ont pas forcément été chefs de section, parachutistes au feu sans virgule, je dirais. Et donc pour mieux correspondre à cette évolution des choses, on a décidé de raccourcir un peu l'appellation de ce club, sans en changer du tout l'ADN, qui est le même, qui est celui d'être un club un petit peu irrévérencieux, un petit peu impertinent, qui remet en cause un certain nombre de choses, qui n'est pas un club très discipliné, je dirais vis-à-vis des grands moments de l'heure, vis-à-vis des vents dominants en particulier. Voilà. Donc quelque chose qui compte quand même beaucoup dans le paysage, je dirais, des associations d'anciens, parce que ce n'est pas une association, c'est vraiment un club. Voilà. Alors, vous êtes un homme d'action, on l'entend, on le comprend. Vous-même, mon colonel, vous avez servi dans les Balkans, vous avez également servi en Afrique. Alors moi, j'ai fait une carrière d'officier de Légion, pour l'essentiel. Comme officier subalterne, j'ai servi pratiquement tout mon temps au 2e REP, régiment étranger de parachutistes, à Calvi, avec lequel je suis beaucoup intervenu en Afrique. Principalement, c'est donc les années de Centrafrique, les années au Tchad, essentiellement. Et puis j'ai servi ensuite
ensuite, dans la partie de ma carrière comme officier supérieur, j'ai servi toujours à la Légion au Rwanda, notamment en 94, dont j'ai commandé le groupement Légion de l'opération turquoise. Et puis j'ai terminé ma carrière aux opérations spéciales, au commandement des opérations spéciales, et j'ai eu la chance ou la malchance, je dirais, de commander le groupement des forces spéciales intervenant au Kosovo en 1999. Et c'est à la suite de cette dernière aventure militaire que j'ai quitté l'armée, pratiquement fin 99 et sur les registres administratifs courant 2000. Voilà. Sur ce sujet, vous avez laissé des livres. J'ai laissé 2 livres. L'engagement français. Oui, j'ai laissé 2 livres sur le Rwanda, d'abord, qui va être de nouveau, je dirais, un point de fixation au printemps prochain, début avril 2019, car ça fera à ce moment-là 25 ans que l'attentat perpétré contre l'avion du président Habyarimana du Rwanda et déclencheur du génocide qui va suivre dans les 2 mois, 3 mois qui vont suivre, aura eu lieu. Donc 25 ans. Donc je pense que cet anniversaire va être un anniversaire important parce que je crois que le régime en place à Kigali, celui du général Kagame, très anti-français depuis toujours, qui met en cause à la fois la France et l'armée française, va en profiter, je pense, pour essayer de tirer avantage si les choses en France n'ont pas évolué d'ici là, ce que je ne crois pas, je pense qu'elles vont beaucoup évoluer, mais vont essayer de tirer avantage de ce rapprochement voulu par Emmanuel Macron depuis un an et demi maintenant qu'il est au pouvoir, avec ce petit pays d'Afrique devenu de francophone devenu anglophone, et pourtant auquel on a confié l'Organisation internationale de la francophonie sur un plateau d'argent il y a quelques semaines à Erevan. La francophonie en Arménie, c'est Louise Mushikiwabo qui prend la tête de absolument, qui prend la tête de l'OIF. Alors c'est un paradoxe parce que personne ne l'attendait là. Encore une fois, le Rwanda a quitté de fait la francophonie il y a 10 ans, en 2008, pour prendre l'anglais comme première langue officielle. A adhéré au Commonwealth l'année suivante et puis ensuite est revenu encore plus fort, je dirais, en rasant le centre culturel français de Kigali il y a 4 ans. Donc on est un peu étonné de voir ce pays à la tête de la francophonie. Donc je pense qu'il y a des manœuvres derrière tout ça et je pense que ces manœuvres apparaîtront au grand jour si le pouvoir en place en France aujourd'hui n'a pas changé, n'a pas évolué d'ici là, ce qui est encore autre chose, mais on devrait voir ces manœuvres au grand jour, je pense, au tout début du mois d'avril, fin mars 2019. Voilà. Alors, dossier à suivre, colonel Jacques Hogar, on se souvient que Paul-Marie Couteau, il y a 2 mois, était venu évoquer les événements du Rwanda et dénoncer, comme vous le faites sur le micro de Radio Courtoisie, la radio du pays réel et de la francophonie, comme vous le faites, dis-je mon colonel, la nomination de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Alors revenons à notre sujet initial. Je voudrais vous prier, Jacques Hogar, de offrir à nos auditeurs une brève explication de texte, car il y a dans ce communiqué de presse de Louis de Bourbon quantité d'éléments intéressants. D'abord, il emploie les mots protestation et contestation. Le mot de protestation, il est évident, c'est un cycle de manifestations non déclarées, donc illégales, qu'il qualifie en même temps de tout à fait légitimes. Il dit que les aspirations exprimées là par le peuple sont tout à fait légitimes. Il ajoute ce mot de contestation. Est-ce que ça signifie, Jacques Hogar, que Louis de Bourbon est conscient de la dimension politique de ce que l'on a pu présenter au début comme une simple jacquerie, une colère épidermique contre le fisc? Tous les peuples se plaignent du fisc, après tout. Il y a pourtant quelque chose de profondément politique là-dedans? Écoutez, je ne vais pas parler pour lui parce que je ne suis pas le principal intéressé évidemment, mais je crois que je suis assez proche de lui pour pouvoir dire un petit peu ce qu'il a guidé en faisant ce communiqué. Je crois qu'il a parfaitement compris effectivement que là on est dans une étape extrêmement importante, inédite. Finalement, on n'a pas vu les Français
je dirais, sans aucune notion péjorative, mais les Français de base, entre guillemets, dans la rue, pour s'exprimer ainsi depuis des lustres. Je pense que ces gens supportent depuis des décennies un certain nombre de choses, parmi lesquelles la globalisation, la mondialisation, le sentiment de devenir un peu des êtres désincarnés dans un ensemble qui l'est également. Je pense en particulier à l'Union européenne, source de diktat aujourd'hui et de décisions parfois plus absurdes les unes que les autres. Je pense que les Français qui travaillent, les Français humbles, les Français qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça, je crois que le prince Louis a compris tout ça. Et il a compris évidemment que c'est quelque chose d'éminemment politique, au sens c'est bien de la vie de la cité dont il s'agit, c'est bien de l'avenir de la cité dont il s'agit, c'est bien de l'avenir de la population française dont il s'agit, parce que je crois qu'au-delà de cette taxe sur le carbone et sur les carburants qui a pu déclencher le mouvement. C'est vrai, c'est la goutte d'eau, je dirais, qui a fait déborder le vase, mais le vase n'arrête pas de se déverser maintenant. On a un petit peu ouvert... Le vase des prélèvements fiscaux. Oui, le vase des prélèvements fiscaux, bien sûr, qui sont les plus importants au monde, mais au-delà de ça, je pense que c'est le vase des humiliations, le vase de manque de considération. Donc il y a une dimension identitaire, si je vous entends bien, mais bien entendu, si vous allez sur les ronds-points et vous regardez en particulier qui compose les Gilets jaunes, ce sont des Français, je vais dire comme vous et moi. C'est des Français de souche, ce sont des Français qui travaillent, ce sont des artisans, ce sont des paysans, ce sont des ouvriers, ce sont des cadres moyens qui se sentent privés de considération avant toute chose, je crois, et menacés par un certain nombre d'évolutions qui leur échappent totalement. Prenez l'immigration sauvage, prenez le terrorisme qui vient encore une fois de les frapper. On leur dit à longueur de temps, écoutez, tout ça c'est normal, ça va recommencer. Bien entendu, c'est loin d'être fini. Manuel Valls disait qu'on en avait pour des décennies, qu'il fallait s'y faire. Mais bien sûr, il fallait s'y faire. Eh bien non. Moi, je pense qu'on peut pas donner ça comme avenir à un peuple qui a été un grand peuple, un peuple qui a marqué l'histoire de l'Europe et du monde, et qui aujourd'hui a l'impression d'être dissous, dilué dans un magma informe. Donc je crois que oui, je crois que le prince a parfaitement compris ça. Il est un prince capétien, il est l'aîné des Bourbons, il se sent éminemment concerné par le destin de la France et de son peuple. Il n'oublie pas l'ancienne alliance du roi et du peuple. Il n'oublie pas Bouvines. C'est ça un prince capétien, Jacques Hoggard ? C'est aussi ça. C'est l'alliance avec le peuple ? C'est aussi ça, un prince capétien. Ça n'est pas que ça, bien entendu. C'est d'abord un prince qui a conscience d'être finalement un maillon d'une chaîne, je dirais, entre le spirituel, entre Dieu et le terrestre, le peuple, qu'il a pour mission d'accompagner, qu'il a pour mission de guider. Mais bien entendu, le prince capétien, c'est un prince qui a conscience des enjeux profondément spirituels et qui en même temps a les pieds dans la glaise, c'est un terrien, c'est un réaliste, un spirituel. Oui, on peut dire ça. L'alliance avec le peuple, on peut la trouver chez un certain nombre de dirigeants dits populistes. C'est pas simple. Bien sûr. Un prince capétien, il n'y a pas de volonté de s'unir avec le peuple contre une partie de la population. Non, pas du tout. Le peuple, d'abord le peuple, c'est la totalité de la population. Il n'y a pas de gens qui s'en extraient ou qui puissent s'en extraire. Mais je crois que quand il emploie le mot majorité silencieuse, c'est bien de ça dont il veut parler. C'est tous ces gens qui n'ont pas droit à la parole, qui sont ignorés, qui sont ballottés, qui sont manipulés, pourrait-on dire parfois, et qui maintenant en ont assez et veulent se faire entendre et veulent faire entendre leur voix. Je pense que c'est ça. Sans faire de grandes analyses psychologiques poussées, mais je pense que c'est ça qui a guidé la plupart de ces gens. C'est au travers de cette taxe supplémentaire insupportable,
Insupportable parce qu'elle est réelle. Il y a des gens en France qui comptent leur fin de mois difficilement par dizaines d'euros. Hein. On est loin de situations faciles. Et il y a aussi le caractère vexatoire. Mais bien évidemment, c'est une extorsion, une privation, la réduction du revenu net disponible. Bien entendu, parce que des gens... J'entendais un gilet jaune... dans l'est de la France, dire je n'ai même plus de quoi ramener des fleurs à la maison à ma femme un soir, je n'ai plus de quoi l'emmener dîner au restaurant, je n'ai plus de quoi donner un cadeau à mes petits-enfants. Voilà, on en est là. Donc ces gens-là, bien sûr que ça part de là, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un besoin de considération, un besoin d'amour même, hein, employons le mot, qu'ils ne ressentent absolument pas dans la classe politique qui les gouverne aujourd'hui. Cette fierté-là, elle a été la fierté française. Jacques Hogar, elle a été blessée selon vous ces derniers temps ? Moi, je crois qu'elle a été blessée, si vous voulez, au fil du temps. C'est pas nouveau. Le peuple français avait comment dirais-je, une armature morale qui s'est dissous. Alors moi j'ai ma conviction, je pense que c'est depuis la Révolution française, ça avait peut-être même commencé un peu avant, mais l'étape numéro 1, c'était cette fièvre de 1789 qui a été dévoyée en quelque sorte par un certain nombre de gens qui y avaient intérêt pour établir leur régime, qui n'a pas aucun souci du peuple en fait, qui n'aime pas le peuple à la limite, qui n'aiment pas la France et qui ont réussi à établir un système qui a petit à petit dépossédé les Français de leur âme en fait, en coupant la tête du roi. C'est pas moi qui l'ai dit. On a salvagé quelque chose de sacré en fait. On a cassé quelque chose de sacré qui était un élément profond de la paix sociale, bien entendu, ça n'épargnait pas les épreuves et les difficultés, mais il y avait une armature forte qui maintenait ce peuple. Qui était une forme de cohésion, parce qu'on sait aussi que la France d'Ancien Régime était très diverse, très disparate dans sa langue, dans son système juridique, dans son système de mesures. Mais bien entendu, c'était aussi la France des libertés, parce que le centralisme, c'est une invention des Jacobins. Hein. La France a besoin de liberté au plus bas niveau. C'est peut-être aussi ce que ces gilets jaunes ont voulu exprimer, c'est ce déficit, ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, ce déficit de démocratie directe, qui est peut-être la meilleure des démocraties d'ailleurs, la seule valable, celle qui se vit à l'échelon d'une commune, d'un village, éventuellement d'un département. Et ça, je pense que ces gens-là en sont exclus, et c'est la majorité silencieuse. C'est la vraie majorité silencieuse. Quand vous pensez qu'aujourd'hui on a un Parlement élu avec une vingtaine de pourcents des voix et qui a une majorité écrasante, ça pose un problème institutionnel réel de représentation du peuple. Ou on est en démocratie ou on l'est pas. Si on l'est, comment dire que ce Parlement représente le peuple français aujourd'hui ? C'est une vraie question et je pense que les Français en sont de plus en plus conscients. Alors c'est surtout que sa représentativité, de toute façon, décroît structurellement. On peut dire déjà au sujet cela a été démontré par Mediapart la semaine dernière, ou rappelé par Mediapart la semaine dernière, pour ce qui est de la légitimité du président de la République, on sait qu'Emmanuel Macron, comme c'était déjà le cas de François Hollande et avant eux, de Nicolas Sarkozy, a été élu au second tour avec moins de suffrages exprimés qu'il n'y eut d'abstention. J'allais dire c'est inédit, mais non, cela fait déjà 3 fois, donc c'est évidemment une atteinte à la légitimité du chef de l'État. On sait aussi que les Français sont majoritairement hostiles, cela a été prouvé, je ne sais pas si c'est une preuve, mais en tout cas un sondage il y a quelques semaines indiquait que les Français étaient majoritairement défavorables à l'élection du chef de l'État, à l'élection du président de la République au suffrage universel, ce qui est pourtant très ancien dans la Ve République, ça date de 1962, il y a tout un continent inexploré qui semble émerger. Et pour ce qui est du Parlement Jacques Hogar que vous citez, on sait que ce Parlement a pour groupe majoritaire La République En Marche, c'est-à-dire un rassemblement de parlementaires inconnus, faiblement représentatifs, avec beaucoup de hétéroclite, donc qui est en train de se fissurer, on le voit apparaître dès maintenant, donc il n'y a pas d'unité derrière tout ça. Et surtout, ça n'est pas, comme vous le disiez, représentatif du peuple français. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment aujourd'hui
au-delà des problèmes d'argent, de fin de mois qui sont réels, au-delà des problèmes de taxes, d'impôts qui deviennent insupportables, parce que c'est vrai aussi, je pense qu'il y a fondamentalement cette question-là. Ces Français, les plus honnêtes, les plus courageux, les plus discrets, les plus silencieux, ne sont pas représentés, et à un moment donné, ça leur est insupportable. Je pense qu'on est arrivé à ce moment-là de l'histoire. Alors vous avez raison de rappeler, c'est pas nouveau. On est à 3 quinquennats qui se suivent et qui sont 3 quinquennats ratés finalement, et parce que je pense que celui-ci est plus raté encore que les précédents. Vous pensez qu'il s'achèvera surtout? Vous parlez de quinquennat, non, quinquennat, bien entendu. Enfin, on est à 1 an et demi, on n'est pas encore à 2 ans. Et franchement, je suis pas devin, je suis pas prophète, et je peux absolument pas parier de ce qui va arriver demain. Mais on peut effectivement se poser la question de savoir si ce quinquennat va se terminer. Mais encore une fois, si tout cela ne se termine pas bien, et j'ai malheureusement la crainte que ça ne se termine pas bien, je pense que ce sera vraiment dû essentiellement à cette impression que les Français, la majorité silencieuse, comme l'a dit le Prince, ont vraiment l'impression d'être dépossédés de toute représentation, de toute voix au chapitre. Voilà. Alors il y a donc cette dimension spirituelle très forte. On sait que le Prince finit en rappelant que Notre-Dame, que la mère du Sauveur est la vraie reine de la France. Il y a, dis-je, cet élément-là qui le distingue d'une contestation populiste ou même socialiste. Il est habitué. C'est un prince capétien, donc il est très attaché au lien particulier de la monarchie capétienne avec le ciel. Hein. Disons-le, parce que c'est à la fois naturel et surnaturel. À la fois naturel et surnaturel, c'est politiquement incorrect, mais ça rappelle aussi le vrai sens du sacre. Mais bien entendu, c'est ce qui donne sa valeur absolue à ce régime qui est finalement entre théologie et monarchie, hein, si on veut équilibrer les choses, et qui fait que ça n'est pas un régime comme un autre. La monarchie française, elle puise ses racines. Le roi est le lieutenant de Dieu sur la France. Quand le prince dit que Notre-Dame est la vraie reine de France, c'est ce que ça veut dire. Il veut dire qu'il n'est qu'un serviteur. Le roi n'est qu'un serviteur. Il est le serviteur de Dieu et le serviteur du peuple que Dieu lui a confié. Voilà. Mais ça veut dire, Jacques Hoggard, qu'il nous faut une restauration pour faire notre salut ou pour faire des chrétiens, ou est-ce qu'il nous faut des chrétiens pour faire enfin la restauration, la troisième et définitive? Excellente question. Excellente question. Écoutez, je crois qu'il y a les deux, en fait. C'est une réponse de Normand, vous allez me dire, mais non, je suis un peu normand. J'ai du sang normand par ma mère. Mais je vais vous dire, non, je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que le prince est un chrétien convaincu, c'est un catholique convaincu. Il sait très bien que l'essentiel de son message et de ce qu'il a apporté, c'est justement ce message de vérité, d'amour, de son prochain. C'est pour ça qu'il parle de compassion, parce que il a vraiment de la compassion pour les Français qui souffrent, et qu'il a tenu à le dire de cette manière. En même temps, il est pas, ça veut pas dire qu'il va demain, comment dirais-je, canaliser les gens pour les forcer à aller à la messe ce dimanche s'ils n'en ont pas envie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème de fond, c'est l'identité française. Cette identité, elle est profondément chrétienne, que l'on soit pratiquant ou que l'on ne soit pas pratiquant. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs un grand mouvement retour, qui est un mouvement de bon sens du peuple français, quand il dit arrêtez de nous parler de vacances d'hiver alors que ce sont les vacances de Noël, ou des vacances d'automne alors que ce sont les vacances de la Toussaint, parce que le peuple commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Cette dépossession à tout prix que l'on veut mener de son identité profonde. Et je crois que voilà. Et alors ça mérite aussi d'être dit, parce que c'est important. Ça mérite d'être dit. On comprend que c'est important, Jacques Hoggard, en vous écoutant. On comprend aussi que c'est beaucoup plus important que la controverse sur certaines catégories
politique qu'on n'est pas forcément accoutumé à entendre dans la bouche d'un légitimiste. Je veux dire le principe majoritaire. Vous avez parlé de majorité. Le prince lui-même parle de majorité silencieuse. Ces mots ne sont pas des gros mots. Majorité, ce n'est pas un gros mot. Représentation, représentativité, ce n'est pas un gros mot. Écoutez, Parlement, ce n'est pas un gros mot. Écoutez, moi, relisons le comte de Chambord, qui était quand même, je pense, la figure éminente de ce principe de légitimité, en tout cas pour des gens comme moi qui se raccrochent, je dirais, naturellement, familialement, à la légitimité. Moi, je suis un légitimiste, je dirais, par ma famille. C'est mon arrière-grand-mère qui a appris son autre père à mon cher papa, en lui faisant toujours terminer son Notre Père, délivrez-nous du mal, et des Orléans, Seigneur. Bon, non, mais c'est pour dire, ce légitimisme est un légitimisme familial, profond, ancien, mais qui trouve toute sa justification dans c'est le réel en fait. Donc si vous voulez pour répondre à votre question, ce sont des mots. Moi je crois à la majorité silencieuse. J'ai toujours pensé en France qu'il y avait une majorité silencieuse qui ne disait pas ce qu'elle pensait. On est peut-être en train d'assister avec ce mouvement des Gilets jaunes au moment où cette majorité silencieuse se dresse, se lève pour dire écoutez, nous sommes dans le réel, vous êtes dans le virtuel. Vous, nos dirigeants, vous nous parlez d'un certain nombre de choses qui sont complètement décalées par rapport à notre réalité de tous les jours. Revenons, s'il vous plaît, à notre réalité. Pour moi, il n'y a pas de contradiction du tout avec ce légitimisme ancien, de bon sens, qui est celui de ma famille, par exemple. On va y revenir notamment à la question de la transmission, Jacques Hoggard. Brièvement, le communiqué de presse pris par le prince Louis de Bourbon contient également la dénonciation, je cite, d'une violence coupable et stérile. Est-ce que c'est pour des raisons morales que Louis de Bourbon dénonce cette violence? Est-ce que c'est pour des raisons stratégiques? On sait aussi que la violence peut mettre un terme de manière prématurée à un mouvement de protestation. Moi, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect immédiat et naturel. Quand vous voyez des vitrines de commerçants qui travaillent et qui d'ailleurs peuvent être des sympathisants potentiels, des vrais gilets jaunes, et que vous voyez ces vitrines se faire fracasser à coups de pavés ou de grilles décelées autour des arbres de la ville de Paris, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas tout à fait naturel. Et ce sont pas les vrais gilets jaunes, on est bien d'accord. Donc vous attribuez ça à qui? L'extrême gauche, les casseurs? Écoutez, regardez ce qui a été tagué sur l'Arc de Triomphe. S'en prendre à l'Arc de Triomphe, c'est proprement infect, si vous voulez. Et je pense que le prince aussi a réagi. Des slogans anarchistes ou favorables à mais bien sûr. Et vous voyez, disons aussi, j'emploie le terme à dessein, entre guillemets, bien sûr, parce que nous sommes sur Radio Courtoisie, mais je parlerai des racailles de banlieue, si vous voulez. Quand vous voyez justice pour Adama, Traoré tagué sur l'Arc de Triomphe, c'est signé. Quand vous voyez le A d'anarchie sur l'Arc de Triomphe, c'est signé. L'Arc de Triomphe, ce sont des gilets jaunes qui ont défendu la tombe du soldat inconnu face à ces groupes d'anarchistes. Oui. Le général Dari, qui est le président du comité de la Flamme, l'a rappelé, et il a bien fait de le rappeler. Donc ça, c'est la première réaction du prince, c'est insupportable. Le prince d'ailleurs s'était rendu sous l'Arc de Triomphe pour animer la flamme. C'était en juillet à l'occasion de l'anniversaire de la réinauguration de la statue du bon roi Henri IV sur le Pont-Neuf. Voilà. Et donc le prince avait été convié par l'amicale du 5e régiment d'infanterie, qui est le Navarre Infanterie, à venir animer l'un des plus vieux flamme. régiments français. L'un des plus vieux régiments de l'infanterie française. Et donc le prince, si vous voulez, le prince fait sienne l'histoire de France. Donc l'Arc de Triomphe, c'est Bonaparte qui a érigé l'Arc de Triomphe. Il est couvert des noms de batailles de l'Empire et des généraux de l'Empire. Tous n'ont pas d'ailleurs été
des héros irréprochables, mais peu importe, c'est la France. Et cet arc de triomphe, cet arche immense, comme le dit un poème légionnaire célèbre, protège aujourd'hui, recouvre la tombe du soldat inconnu. Donc là, il y a profanation. Le 3 décembre, moi je suis allé moi-même à l'invitation du général Darry à une espèce de cérémonie expiatoire, si vous voulez, pour animer la flamme, et l'arc avait été relativement bien nettoyé de ces tags, etc., mais ils sont encore apparents. Et ce sont des tags de groupes d'extrême gauche, anarchistes ou de racailles de banlieue. Il faut dire les choses comme elles sont. Et qui blessent profondément la sensibilité française. Voilà. Et qui blessent. Alors ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, si vous voulez, comme tous les Français, je pense que tout le monde a fait le constat que on était peut-être plus enclin à gazer, un petit peu comme ça avait été le cas pour la Manif pour tous, à gazer les mamies avant même qu'elles aient pu s'exprimer et dire quoi que ce soit, que de s'en prendre à ces groupes-là. Donc, il y a un problème de fond. Est-ce que il y a volonté ou non de discréditer ce mouvement des Gilets jaunes? On a cette question, Jacques Hogarth. Vous pensez à des provocations policières, policières. Cette jeune fille qui a été éborgnée. Oui, par exemple, cette jeune fille qui a été éborgnée, c'est tragique quand même. Des tirs à l'horizontale, à hauteur de tête. Bien entendu. Donc, alors les policiers exécutent les ordres qu'ils reçoivent. Hein. Donc, il y a derrière, il y a un préfet de police. Et il y a un ministre, et un secrétaire d'État. Donc c'est à ces gens-là qu'il faut poser la question. Mais moi, je pense qu'il y a malheureusement dans ce genre d'opération une volonté entre guillemets tactique, parce qu'on est loin de la stratégie, hélas, mais dans ce genre d'affaires, volonté tactique de salir le mouvement populaire. Ça a été le cas, rappelez-vous, au moment de la Manif pour tous. Hein. On a eu les mêmes volontés. Rappelez-vous de ce mouvement autour de l'Arc de Triomphe, précisément sur la place de l'Étoile, où on a vu tout d'un coup les forces de l'ordre se déchaîner sur des familles nombreuses. C'est profondément choquant. Pour tous a eu tort de ne pas entrer en masse sur les champs. Là, on avait la possibilité. Écoutez, c'est facile de refaire l'histoire. Je pense que ces mouvements-là sont des mouvements organisés mais spontanés, ou spontanés mais organisés, je dirais. Donc, à un moment donné, qui va prendre la décision de quoi? Voilà, c'est tout le problème. Si cette foule avait débordé sur les Champs-Élysées et était allée rendre visite à Monsieur Hollande dans son palais, ça aurait peut-être changé le cours des choses. On serait peut-être pas là aujourd'hui. Et puis, je me disais, vous parliez d'acte 5 après-demain, mais si lors du premier samedi des Gilets jaunes, on a été pas très loin, je pense, de rentrer dans la rue du Faubourg Saint-Honoré et de passer passer le cap de l'entrée à l'Élysée, je pense que on aurait peut-être eu des visiteurs imprévus chez Monsieur Macron. Voilà, ça c'est... Parce que les distances sont évidemment très faibles. Bien sûr. Dans Paris. Jacques Hogarth, je voudrais qu'on s'interrompe quelques instants pour écouter sur le volet militant de ce regain de légitimisme Loïc Bavrel, qui est président du Cercle d'Action Légitimiste, le CAL. Bonsoir Loïc Bavrel. Bonsoir Luc. Alors Loïc Bavrel, vous êtes donc président du Cercle d'Action Légitimiste, vous êtes également directeur de publication de vexila-gallier.fr. Qu'est-ce que c'est? Un site d'information? Oui, tout à fait. Donc Vexila Gallier, qui est un site d'information, un média d'information légitimiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire un média d'information légitimiste? L'objet n'est pas tant faire de people, mais que d'apporter un éclairage légitimiste à l'actualité, tout simplement. C'est-à-dire favorable à la restauration de l'aîné des Capétiens. Tout à fait, de descendants de Louis XIV. Le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Est-ce que Loïc Bavrel, vous voulez, en préambule, répondre à la question qui fournit son titre à notre émission? Est-ce un moment monarchiste? Vous le percevez comme ça au sein du CAL, ce que nous vivons en ce moment? Alors, en tout cas, nous voyons une opportunité monarchiste, pour être sincère, puisque, comme vous le savez, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement protéiforme qui rassemble des attentes et des frustrations très diverses. On entend aussi chanter la Marseillaise dans certains rassemblements de Gilets jaunes. On parle aussi de 6e République. Donc les esprits ne sont peut-être pas encore prêts à abandonner la chimère républicaine.
mais effectivement, on analyse ce mouvement comme en tout cas une réelle opportunité monarchiste, en tout cas, de pouvoir s'adresser à ces personnes qui sont aujourd'hui, je pense, prêtes à écouter un autre discours. Loïc Bavrel, c'est pas forcément la manifestation, je veux dire, comme mode d'expression, qu'elle soit déclarée ou non déclarée, d'ailleurs, qu'on associe le plus couramment à cette école de pensée qui est le légitimisme. Mais après tout, on s'était fait la même réflexion quand des monarchistes, parmi lesquels il y avait sans doute des légitimistes, s'étaient présentés aux urnes il y a plusieurs années. Je pense notamment à l'Alliance royale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les légitimistes s'adaptent à leur époque. Ça signifie que aucun de ces procédés n'est en soi condamnable. Ça signifie que les légitimistes ne s'abstraient pas du peuple auquel ils appartiennent. Alors, vous me demandez peut-être aussi un peu là de distribuer des bons points ou des mauvais points de légitimité. On va dire que, surtout que le légitimisme est aussi une grande famille, il n'est pas unifié, et c'est bien là le drame. Et effectivement, il y a des divergences méthodiques, dirons-nous, où on va retrouver tant des tendances, on va dire, UCLF, pour qui l'Union des cercles légitimistes de France. Voilà, l'Union des cercles légitimistes de France, tout à fait. Pour qui le recours aux élections est, on peut dire, une hérésie, et des légitimistes qui se veulent plus, on va dire, pragmatiques, qui pensent que l'entrisme, ou en tout cas utiliser les élections comme moyen d'expression, est quelque chose de pertinent. Voilà. On peut faire le lien peut-être avec le... Je vous coupe, pardon, Loïc Bavrel. Je vous écoute, allez-y. Est-ce que vous faites le lien, en tout cas, entre ces divers procédés, en particulier le vaste mouvement des Gilets jaunes d'une part, et d'autre part, l'un des principes de la doctrine sociale de l'Église, mais dont l'un des fondements provient du légitimisme, je veux dire la subsidiarité et l'idée que chacun est responsable de son propre sort et que la contribution à l'effort national ne vaut pas la prise en charge de son conjoint, son enfant, son voisin, la doctrine du prochain finalement. Je vous remercie de parler de principe de subsidiarité, puisqu'effectivement, on va dire, chacun se débrouille, si on peut dire, mais le principe de subsidiarité, c'est aussi donner les moyens de se débrouiller. Et effectivement, si un tel mouvement populaire est observé aujourd'hui, c'est que on demande aux personnes de se débrouiller dans une certaine mesure, mais on leur prive de leurs moyens de subsistance, on leur prive de moyens justement de pouvoir remplir cette tâche. C'est l'État, Loïc Bavrel ? Ah, bien, en tout cas, c'est le système républicain. Tout à l'heure, Monsieur le colonel parlait de centralisation et de jacobinisme. L'État républicain, effectivement, un État très gourmand de prérogatives, et à ce titre, effectivement, est obligé de ponctionner de plus en plus la population et de priver la population de ses moyens au quotidien. Donc c'est une évolution naturelle, selon vous ? Il persévère dans son erreur initiale. Inévitable, oui. Loïc Bavrel, est-ce que le renouveau du légitimisme auquel on assiste est, selon vous, lié aux réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut dire que, finalement, comme on le leur a déjà fait remarquer par le passé, les légitimistes sont plus à l'aise avec la technologie qu'avec la science, ou en tout cas montrent d'une capacité d'adaptation soit étonnante, soit tout à fait normale, tout à fait courante ? Alors, déjà, je ne sais pas si on peut vraiment parler de renouveau, puisque le légitimisme est aujourd'hui quand même un mouvement bien ancré, qui a connu une renaissance, on va dire, politique au siècle dernier, notamment grâce aux travaux du baron Pinotto, et sans oublier également toutes ces... Au XXe siècle, dès le XXe siècle, oui. Oui, voilà. Monarchie à venir, 1960. Des personnes engagées depuis des dizaines d'années qui fournissent un énorme travail, notamment doctrinal. Mais toutefois, là où je vous rejoins, c'est qu'il est certain qu'on peut parler d'une nouvelle dynamique, ou en tout cas d'une appropriation de ces outils, de ces nouveaux outils qui sont à notre disposition. Et effectivement, le mouvement légitimiste
su prendre en main, a su saisir cette opportunité pour gagner en visibilité et faire parler de lui. On veut dire que c'est de l'agite propre. C'est de l'agite propre. À nouveau, une référence qu'on n'a pas coutume de manier pour qualifier cette école. Quelle est la sociologie du légitimisme, Loïc Bavrel, aujourd'hui ? Alors, la sociologie du légitimisme, on va dire, est extrêmement variée, au risque d'étonner. Alors effectivement, on va retrouver les vieilles familles et les personnes qui ont grandi dans le milieu, qui sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits. Et ils ont beaucoup de mérite à avoir su rester légitimistes au fil des années. Mais également, on trouve des personnes de milieux extrêmement divers et variés, en termes de catégories socio-professionnelles, même de pratiques religieuses. On a d'habitude l'image des légitimistes catholiques traditionnalistes. Ce n'est pas le cas lorsque l'on regarde de près le légitimisme. Et même extrêmement varié en termes de motivation. Toutes les personnes ne sont pas rapprochées du légitimisme pour les mêmes raisons. Donc, il y a des personnes qui se sont rapprochées du légitimisme, évidemment pour des raisons familiales, historiques ou religieuses, mais des personnes aussi qui se sont rapprochées du légitimisme parce qu'ils ont constaté tout simplement que la République ne permettait pas, de construire une politique structurelle, une politique de long terme, n'était un régime incapable de se projeter au-delà de une ou deux élections, là où la légitimité se projette sur des générations. Grâce à la succession dynastique. Merci beaucoup Loïc Bavrel pour ces éléments. Est-ce que vous voulez nous présenter succinctement, pour finir, le dispositif du Cercle d'Action Légitimiste, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux, évidemment ? Oui. Alors, le Cercle d'Action Légitimiste, c'est une association loi 1901, avant tout, qui regroupe, ou qui a l'ambition de regrouper des personnes qui ont la tête bien faite, mais également humbles. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler dans un esprit de concorde et de synergie avec les autres mouvements légitimistes. L'objet, c'est pas tant de faire de la concurrence à ce qui existe déjà, mais d'offrir, d'avoir une offre complémentaire, si on peut dire. Donc, aujourd'hui, le Cercle d'Action Légitimiste regroupe des personnes géographiquement très éloignées, et c'est là aussi on peut remercier Internet et les réseaux sociaux, puisque c'est un outil de travail collaboratif qui permet le travail en équipe malgré la distance. Et ce travail en équipe, effectivement, a permis de faire fleurir, on va dire, une sorte de toile d'araignée de groupes, de pages royalistes et légitimistes sur les divers réseaux sociaux. Alors au centre, il y a un site tout de même, Loïc Bavrel. Alors, il y a un site internet, tout bonnement. Oui, tout à fait. Donc, il y a le site déjà Vexilla Gallier, qui est le média royaliste, et le Cercle d'Action Légitimiste a effectivement donc, des pages ou des groupes sur les réseaux sociaux, donc tels que Facebook et Twitter ou Instagram, qui permet d'aller chercher les gens là où ils sont, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les personnes passent plus de temps sur leur téléphone maintenant que sur la télévision, qu'à regarder la télévision. Oui. Donc il faut aller chercher les gens là où ils sont et au moment où ils ont en fait, on va dire, un temps de cerveau disponible pour nous écouter. Donc voilà, on tisse notre toile. On s'adresse aussi bien aux personnes déjà convaincues, mais on s'attache aussi à aller chercher les personnes qui se posent des questions pour pouvoir amener ces personnes-là à la légitimité. Donc on vous retrouve sur vexilla-gallier.fr. Vexilla Gallier, ça signifie les étendards de France. Et on vous trouve également sur les réseaux sociaux au même nom. Facebook Vexilla Gallier, voilà. Cercle d'Action Légitimiste. D'autres encore ? Oui. Ça suffira pour commencer. Le grand groupe, si nos auditeurs souhaitent nous retrouver, le grand groupe ouvert à tous s'appelle tout simplement Louis XX sur Facebook. Vous tapez Louis XX tout en majuscule. Vous allez nous trouver. Ce sera l'occasion effectivement d'avoir le plaisir d'échanger avec les auditeurs.
Je souhaitais simplement revenir sur le communiqué du Prince et l'impact que ça a eu effectivement sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, voilà, le Prince a émis un communiqué exemplaire de profondeur et d'exactitude. Et il est extrêmement intéressant de voir que la mobilisation sur les réseaux sociaux a permis à ce que cette prise de position soit très très largement relayée par la presse grand public. De manière subsidiaire. Voilà, et donc ça a offert une vitrine au Prince et à la cause royale formidable. Et il est très intéressant d'aller voir en fait les réactions des Français face à tous ces articles de presse. On peut voir évidemment les personnes qui pensent faire de l'originalité de l'esprit en parlant de guillotine, mais il y a également donc les personnes amusées, mais également des personnes réceptives qui se disent finalement pourquoi pas, ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, ce serait un retour des valeurs. Et là effectivement c'est un enjeu qui exprime un besoin d'ancrage et d'union. Voilà. Et ils se disent des personnes qui commencent à pouvoir sortir du cadre, à pouvoir à être ouverts à une autre solution que le Regardez d'ailleurs. Voilà. Et donc effectivement c'est un enjeu prioritaire pour le CAL, pour le Cercle d'Action Légitimiste, et je pense aussi pour les autres mouvements légitimistes, c'est de savoir s'adresser à ces personnes-là, puisqu'il ne faut pas se cacher, nous les légitimistes, on a plutôt l'habitude de parler entre nous et de savoir s'adresser aux autres cathos tradis, aux familles de militaires, plutôt que aux vrais Français, entre guillemets, aux vrais gens. Et donc, il y a effectivement un travail à faire pour savoir capter ces personnes-là avec bienveillance, pour les amener à s'intéresser de plus près au-delà de l'amusement ou de l'étonnement au premier abord. C'est la démarche que suit donc le Cercle d'Action Légitimiste, le CAL, que l'on retrouvera sur les réseaux sociaux, à travers notamment le groupe Facebook Louis XX et également sur le site internet vexila-gallier.fr. Voilà. Et sur la page Facebook qui porte le nom de l'association, il y a une messagerie, on se fera un plaisir de répondre à tous les messages. Merci Loïc Bavrel, président du Cercle d'Action Légitimiste, pour cet éclairage et ces informations. Je vous remercie, excellente soirée à vous. À bientôt. Au revoir. Depuis plus de 30 ans, Radio Courtoisie se bat pour garder à Noël son caractère religieux et soutient ceux qui veulent la célébrer en installant une crèche au vu de tous. Aider Radio Courtoisie à continuer ce combat face à la marchandisation d'un si beau moment de recueillement, de partage et d'espérance. Notre message est placé sous la protection des anges dans nos campagnes, symbole de l'enracinement dont la mondialisation est en voie de nous priver. Afin que les enfants soient au cœur de cette fête, citons les mots célèbres d'une chanson laïque, mais pourtant émouvante. N'oublie pas mon petit soulier. Donnez à Radio Courtoisie. Soutenez-nous par un don en ligne ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. À l'écoute du Libre Journal des Chevaux Légers sur Radio Courtoisie, vous venez d'entendre Loïc Bavrel, président du Cercle d'Action Légitimiste, le CAL, directeur de publication de vexila-galliae.fr. Je reçois Jacques Hoggard, colonel, et je m'entretiens avec Jacques Hoggard à l'occasion de la parution du communiqué de presse du 8 décembre pris par le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou. Je m'entretiens, dis-je, avec le colonel Jacques Hoggard au sujet des Gilets jaunes. S'agit-il d'un moment monarchiste? Alors, mon colonel Jacques Hoggard, je voulais vous demander, puisque Loïc Bavrel nous a parlé de militantisme, si il n'y avait pas tout simplement un problème de notoriété en voie de résolution. On se rend compte que finalement, quand le prince parle, il est écouté, il est apprécié, il est encouragé. Tout ça est extrêmement encourageant. Ça signifie que il y a une soif, en fait. Il a rencontré un public qu'il connaît déjà, qu'il rencontre quand il honore des invitations. Il le fait depuis des décennies. On a l'impression que cette audience est grandissante. C'est encourageant pour vous? Moi, je crois. Je pense que
Alors vous avez raison, le prince parcourt la France depuis des années. Je me souviens d'avoir... Au millénaire capétien, oui, temps de son défunt père. Bien sûr, il a été initié par le regretté prince Alphonse, le millénaire capétien a été une apogée. Et en 89, la disparition, ça fera bientôt 30 ans, du prince Alphonse a été vécu pour moi comme un drame personnel. Je dois dire, j'ai eu une immense tristesse parce que je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui était en plein développement et qui a été stoppé d'un coup. Alors je crois que le prince Louis maintenant a traversé des années difficiles, il s'est construit, il s'est fait et dans des conditions ô combien difficiles. C'est éminemment respectable. C'est pas un enfant gâté, le prince Louis. Parce qu'il a perdu beaucoup de membres de sa famille. Il a été, je dirais, d'emblée blessé par la vie, la perte de son frère François, son frère aîné, Chéri. Il a perdu ensuite son père, le prince Alphonse, alors qu'il avait 14 ans. Il a vécu dans des conditions familiales extrêmement difficiles. Aujourd'hui, il a une famille. Cette famille est tout pour lui. 3 enfants et la princesse bientôt 4, puisque le 4e doit naître en début d'année. Cette famille est essentielle pour lui. C'est la cellule de base de toute société, mais c'est sa cellule à lui dont il a besoin pour être ce qu'il est maintenant. Et je pense qu'il est en train de prendre son envol. Et je pense que ce fameux communiqué du 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, il ne voulait pas laisser passer la conjonction de cet acte 4 et de ce jour de l'Immaculée Conception. Je pense que le prince est animé par une foi profonde, il s'en remet à Dieu, je pense, avec simplicité, avec confiance, tous les jours de la vie, et il est en train de prendre son envol. En réalité, il est en train de commencer à dire des choses importantes, et il fallait peut-être attendre cette maturation pour qu'il les dise vraiment maintenant. Mais je peux observer, j'ai accompagné par exemple il y a 3 ans en Bretagne, dans le Morbihan, pour un voyage avec la princesse Marguerite, son épouse, 2 jours et demi de rencontres avec les Bretons, de toutes conditions sociales. J'ai pu constater, comme à chaque fois, comme je l'avais constaté aussi à Bouvines il y a quelques années, combien il impacte les gens, il touche les gens par son discours, qui est un discours profondément construit, qui est à la fois le discours de l'intelligence, mais aussi le discours du cœur. Et ça, je crois, le discours de l'authenticité. Je crois que les gens le sentent parfaitement quand ils le connaissent. Aujourd'hui, il a franchi une étape, c'est certain, j'en suis convaincu. C'est-à-dire, pardon de vous couper, Jacques Augier, qui est à la fois politique et antipolitique. Antipolitique par la nature des propos. Je dirais antipoliticien. Il est viscéralement antipoliticien, il est viscéralement anti-parti. Les partis ne sont pas son affaire. Il est au-dessus des partis. Ça signifie qu'il n'est pas de droite ? Mais vous pourrez trouver chez lui une grande majorité de réactions qu'on pourrait qualifier de droite, c'est évident. Mais vous pouvez aussi trouver 1 ou 2 éléments qui pourraient vous faire penser qu'il a des sympathies sociales. Mais c'est normal. Il n'est pas sur le terrain, en tout cas. Il n'est pas du tout sur le terrain de la politique politicienne. Il est sur le terrain de la grande politique, de ce qui concerne la vie de la cité et le devenir de la cité. Il est le digne successeur du comte de Chambord, vous le disiez tout à l'heure, René de la Tour du Pin. C'est quand même assez amusant d'ailleurs de dire que René de la Tour du Pin, un des grands penseurs de la doctrine sociale, légitimiste et catholique, Maurras dira après, l'action française vient de la Tour du Pin et non pas l'inverse. Bon, et la doctrine sociale de l'Église même contemporaine, mais bien entendu, et bien entendu, il faut lire le bouquin de Jean Dauja, on sait tout ça. Et donc, je crois que le prince se situe dans une tradition moderne, très récente, mais très très clairement établie. Il a un intérêt pour le social et pour l'équilibre de la société et donc pour le bien-être des peuples dont il pourrait être demain le guide. Alors Jacques Augier, vous avez cité Henri V, vous avez cité le comte de Chambord. Cette succession, elle est encore peu connue, mais puisque le peuple de France semble en train de redécouvrir
découvrir ses racines et notamment Louis, eh bien, nul doute qu'il apprendra cette filiation. Après le comte de Chambord, il y a évidemment Jean III, qui est le comte de Montesson. Ensuite, c'est Charles XI, puis son fils Jacques Ier, qui n'a pas de fils. La couronne, je vous vois, Jacques Hogar, avec le livre de Jacques Bernot que nous avions reçu sur ce plateau, Les Princes cachés. Le successeur de Jacques Ier, c'est évidemment Charles XII. Et puis ensuite, l'arrière-grand-père de Louis, c'est-à-dire Alphonse XIII, qui est notre Alphonse Ier de France. Puis Henri VI, son grand-père, et puis Alphonse II, le regretté prince Alphonse, dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, Louis, qui a lui-même 2 fils et qui en attend un 3e, l'aîné de ses enfants étant la princesse Eugénie. On a vu donc que ce déficit, en quelque sorte, de notoriété était en passe d'être comblé. On voit qu'il a désormais une visibilité dans les médias à laquelle il n'avait pas eu droit pendant très très longtemps. Aujourd'hui, colonel Jacques Hogar, quel est le projet légitimiste ? Il faut faire connaître sa personne. Il y a un projet politique ficelé, une charte en 100 points. Oh, écoutez, vous avez écouté tout à l'heure notre autre intervenant. Il y a le légitimisme, c'est un ensemble, et puis ensuite il y a un certain nombre de courants au sein du légitimisme, et des courants qui sont parfois un petit peu divergents. Hein. Il appartient. Alors je pense qu'il y a un travail doctrinal à faire, parce que il faut retrouver en fait les fondamentaux, et les fondamentaux ils existent, il n'y a nul besoin de les inventer, il y a un vrai travail à faire, et je pense que le prince le fait lui-même, pour lui-même, si je peux m'exprimer ainsi, parce on se forme à tout âge. Je crois que le projet, c'est d'abord de faire comprendre aux Français qui il est, qu'il existe, qui il est, et quels sont les avantages évidents de cette possibilité qu'il incarne, en fait. Mais si on l'appelle, il vient, pour le dire crûment. Mais je pense que si on l'appelle, il viendra. Je pense que si on l'appelle, il viendra. C'est son devoir, il en est conscient. C'est son devoir de chrétien, et c'est son devoir de français, et je pense qu'il le sait parfaitement. Je peux pas sonder ce qu'il y a dans le fond de son cœur et dans le fond de son âme, mais à le fréquenter, à le voir, à parler beaucoup avec lui. Et je peux vous dire que j'ai acquis une profonde estime pour lui, un profond respect pour lui. C'est un homme de bien, c'est un homme qui sait ce qu'est le bien commun, et je pense que c'est ça qui le guide avant toute chose, le bien commun. Donc il est pas un homme d'appareil, un homme de parti. Il est vraiment un homme du bien commun, un homme de foi, qui a les pieds sur terre, qui est un père de famille, qui est un entrepreneur, qui est un homme d'action, un homme de fidélité aussi, parce qu'il est capable de monter au créneau sur des combats qui peuvent être des combats difficiles, voire mal vus. Pour défendre la tombe de son arrière-grand-père en Espagne. Pour défendre par exemple la tombe de son arrière-grand-père, le général Franco, en Espagne. Et moi, en tant qu'homme, en tant que soldat, que je reste fondamentalement et viscéralement, je pense jusqu'à la fin de mes jours, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je veux dire, c'est un personnage. Alors le prince Alphonse avait un énorme charisme, et je retrouve ce charisme de manière différente chez son fils. Voilà. Il y a aussi le discours de Chisinau en Moldavie. Il y a quelques semaines. Oui, bien sûr. Quelle était la signification du discours qu'il a tenu au Forum mondial des familles ? Eh bien, je l'accompagnais à ce congrès mondial des familles à Chisinau. Nous avons été reçus par le président Dodon de Moldavie. C'est assez extraordinaire, un ex-communiste en fait, qui est le président de cette petite république, qui est chef d'État, pays européen, qui nous a reçus et qui a reçu le prince avec tous les égards du haut rang du prince. Et ce discours, c'était tout simplement une hymne à la famille, une défense de la famille qui est tant attaquée aujourd'hui, la famille traditionnelle. Un père, une mère et des enfants, ça paraît idiot de le dire, mais c'est la réalité constante. Toutes les possibilités d'attaque pour déstabiliser cette famille traditionnelle qui est le pion central de toute société est aujourd'hui à l'œuvre. Et le prince l'a parfaitement compris. Et sa présence à ce congrès mondial des familles et le discours qu'il y a tenu devant un certain nombre de personnalités du monde entier était cette défense
des valeurs familiales, de la famille traditionnelle, un père, une mère et des enfants. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important aussi parce que c'est voilà une direction générale qu'il faut rappeler aux gens. C'est un engagement qui est compréhensible du plus grand nombre. Mais bien entendu, je pense que c'est expliquer ça aux gilets jaunes. Vous dire, je pense qu'ils seront tout à fait d'accord. Pour la grande majorité d'entre eux, parce qu'encore une fois, c'est la majorité du peuple français qui est un peuple de bon sens. C'est un peuple qui peut ignorer un certain nombre de choses. C'est un peuple qui peut être manipulé un certain temps ou manœuvré un certain temps, mais qui à un moment donné revient sur le bon sens. Voilà. Et donc je pense que si on comprend ça, le prince en fait ne fait qu'exprimer des positions de bon sens à la recherche du bien commun. Le mouvement des Gilets jaunes, Jacques Hogar, il peut se poursuivre. Alors évidemment, j'apprends dans le cours de cette émission que le terroriste qui s'est rendu responsable et coupable des assassinats commis hier dans la ville de Strasbourg a été arrêté ce soir à Neudorf, qui est lui-même un quartier de Strasbourg. C'est une bonne nouvelle pour tous les Français. On sait que un certain nombre de responsables politiques, en particulier Nicole Belloubet, ministre de la Justice et garde des Sceaux, un certain nombre de responsables politiques, dis-je, ont appelé à mettre un terme aux manifestations des Gilets jaunes. Certains ont demandé à ce qu'elles n'aient plus lieu à Paris, intramuros, à ce qu'elle n'ait plus lieu qu'en province. Il y a donc des pressions exercées par le politique sur le peuple pour qu'il mette un terme à ce mouvement. Ce mouvement, il peut néanmoins se poursuivre. D'ailleurs, il semble qu'il se poursuivra. Et en premier lieu, après-demain, samedi 15 décembre, à l'occasion de l'acte 5, il peut se poursuivre et en province et à Paris. Voici ma question. Est-ce que vous pensez, Jacques Hogar, puisqu'on parle de famille, que, comme Benjamin Griveaux l'a annoncé il y a quelque temps, le gouvernement persistera dans sa volonté de présenter un projet de loi relatif à la procréation médicalement assistée? Et j'ai une question subsidiaire. Est-ce que vous pensez qu'en ce cas, la petite bourgeoisie, les couches populaires qui forment les gros bataillons des Gilets jaunes pourraient faire leur jonction avec les cadres, avec la moyenne bourgeoisie, avec d'autres couches populaires ou d'autres couches sociales ou des couches plus urbaines, et développer ainsi un mouvement dont vous avez dit qu'il présentait déjà une composante identitaire, mais qui ne serait plus seulement fiscale, identitaire, économique, mais plus généralement une protestation de civilisation. Moi, je crois que refaire LMPT, non, mais je comprends parfaitement votre question. Une catégorie de population. Je comprends parfaitement votre question. Ce que je crois, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes traduit aussi la volonté de cette majorité silencieuse, pour reprendre les termes du prince, qui ne veut pas mourir, qui veut vivre, qui veut défendre son mode de vie, ses modes de vie. Et je pense que le modernisme, entre guillemets, à tout craint, que l'on veut mettre dans ces manipulations génétiques et dans cette transformation de la société, indispose profondément la réalité du peuple français. Alors, est-ce que tout le monde en est conscient aujourd'hui? J'en suis pas sûr, mais je pense que c'est un problème de fond qui touche tout le monde, qui touche la famille française, et je pense que il est d'autant plus important justement de tenir un langage très clair sur ces choses-là aux Français. Donc c'était le but du prince quand il est allé à ce fameux congrès de Chisinau en Moldavie. Je pense qu'il continuera à tenir ce langage. Il l'avait tenu au moment de la manif pour tous. Je pense qu'il continuera à tenir ce langage parce que c'est un langage d'hommes engagés, de chrétiens, de catholiques. Et qui sert le bien commun. Et qui sert le bien commun, exactement. Ils n'ont pas des intérêts catégoriels. Ils n'ont pas des intérêts catégoriels. Donc bien entendu, et je pense qu'il est une personnalité qui peut contribuer à l'unité des Français que vous venez d'évoquer et qui est nécessaire à un moment donné. Je pense que la France ne pourra s'en sortir que si elle retrouve ses capacités d'unité, et ces capacités d'unité, elles se feront sur un socle de valeurs profondes et non pas sur que des intérêts économiques. Donc je pense qu'il faut le dire effectivement et il faut y travailler, ça c'est certain.
Merci beaucoup Jacques Hogarth pour être venu ce soir nous livrer votre réaction au communiqué de presse pris par le Prince il y a quelques jours, et puis pour commenter également cette actualité des Gilets jaunes qui est si riche, qui fait naître tant d'espoir, qui exprime tant cette espérance dont parle le Prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou, dans le communiqué de presse du 8 décembre. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Jacques Hogarth. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute du Libre Journal des Chevaux Légers sur Radio Courtoisie. Cette émission n'est pas terminée puisque je reçois à présent Samuel Arminius. Bonsoir Samuel Arminius. Bonsoir Luc. Alors Samuel Arminius, vous êtes venu nous présenter une initiative intéressante qui rejoint en partie les considérations que nous avons pu offrir aux auditeurs sur la civilisation ce soir. De quoi s'agit-il ? En fait, je m'inscris vraiment dans la continuité du colonel Hogarth, puisque nous aussi on travaille à notre façon à l'établissement du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand perdant de la France d'aujourd'hui, de la France chrétienne, c'est notre Seigneur, le seul qui n'est pas annoncé finalement. Pourquoi ? Parce que l'Église n'ose plus défendre sa propre foi, n'en est plus fier. Alors Samuel, pardon, je vous coupe. Samuel Arminius, vous dites nous, qui est ce nous ? Le nous, c'est, je m'implique en tant que chrétien. Ça veut dire que vraiment, normalement, en conscience, on doit savoir qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, si vous étiez ce que vous devriez être, vous mettriez le feu au monde. Alors pourquoi on met pas le feu au monde ? Parce qu'on est tiède. Parce que aujourd'hui, nous, en tant que corps du Christ, on n'ose plus annoncer le Seigneur, on n'en est plus fiers. Alors, Samuel Arminius, ce que vous portez, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de réforme de l'Église romaine ? Non, parce que une initiative je précise. serais obligé de citer Mère Teresa qui dirait que d'abord la première réforme c'est nous-mêmes. Mais en tout cas, effectivement, malgré tout, malgré le fait que le Seigneur travaille avec nos pauvretés, on doit se réveiller et agir. Alors effectivement, on travaille à réveiller les consciences à l'annonce de notre Seigneur à nos frères musulmans. Alors, cette mission, elle emprunte un canal qui est un canal nouveau, qui est un institut. Alors justement, c'est la grande nouveauté, c'est que dorénavant, on a des diocèses qui officiellement acceptent de mettre la carte sur la table et de dire « Je veux qu'il y ait une pastorale officielle du diocèse de l'annonce aux musulmans ». Il y avait déjà des laïcs qui étaient précurseurs, il y avait déjà des prêtres qui ont fait beaucoup de travail, mais aujourd'hui, on doit trouver de manière normale, dans une pastorale de diocèse, la pastorale de l'annonce aux autres minorités, telles que l'islam. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Samuel Arminius ? C'est du dialogue islamo-chrétien, parce qu'on en fait depuis des décennies, ça n'a rien de nouveau. Ah oui, donc là vous avez sorti le mot piège, c'est ça ? C'est très contesté, notamment par Marie-Thérèse Urvois. Alors, en vérité, le dialogue, il a commencé par le Christ lui-même. C'est le Seigneur qui va à la rencontre de la Samaritaine, à la rencontre de Zachée, à la rencontre de Marie-Madeleine. Alors, qu'est-ce que le dialogue ? Finalement, ce n'est pas le dialogue qui est contestable. C'est la modalité et toute cette théologie qu'on appelait la théologie du dialogue, qui vise finalement à découvrir les différences qu'on a avec les autres et à s'aimer avec nos différences. Ça signifie, Samuel Arminius, que la mission, le kérigme, l'évangélisation, ce n'est pas le dialogue au sens où on l'entend au quotidien, au sens où on l'a entendu pendant des décennies. C'est pas le contraire pour autant. Ça vise à réconcilier la rencontre de l'autre avec ses richesses, ses différences, ses pauvretés, ce qu'il a à m'apporter, certainement, avec la nécessité qui m'est imposée par mon baptême de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai sur Internet des demandes de baptême. Je ne trouve pas de prêtre pour baptiser mes futurs filleuls musulmans dans les pays, par exemple, d'Algérie, etc. J'ai aujourd'hui des personnes qui sont en attente. Je ne parviens pas. Alors, je dois y aller en tant que laïc pour les baptiser. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce stade-là ? En vérité, pour répondre à votre question, Luc, cette théologie, elle est basée sur une déformation des pères apostoliques. Je m'explique. Alors, les pères apostoliques disent, effectivement, on trouve déjà des lueurs un peu chez les philosophes. Les philosophes avaient pressenti des choses qui étaient justes, de ce que le Christ nous a révélé lorsqu'il s'est incarné et lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle.
Alors, ils ont trouvé un mot sympathique, ils ont dit, ça s'appelle les semences du verbe. Ça veut dire que les philosophes, lorsqu'ils pouvaient percevoir que une intuition, par exemple, du logos, mais qui était juste avant l'arrivée du logos, effectivement, ils ont pressenti dans cette lueur, les semences du verbe. Alors, qu'est-ce que vont faire les théologiens du dialogue? Ils vont se dire, ces semences du verbe, on va les appliquer au Coran. Ça veut dire qu'on va l'appliquer à un texte qui arrive 6 siècles à 7 siècles après notre Seigneur. Il y a un anachronisme flagrant. Et c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de semences après l'arrivée de la plénitude. C'est irrationnel et illogique. On va rajouter à ça un deuxième ingrédient, c'est que le Seigneur, par son Esprit Saint, parle dans le cœur de tout homme de bonne volonté. Donc vous prenez ces 2 ingrédients et vous avez toute la recette du dialogue interreligieux tel qu'il a été fait. Ça veut dire que je vais chercher chez l'autre ce qu'il porte d'assez juste et qui correspond un peu à mon ressenti ou à ma foi. Et finalement, le but, ce sera que le salut est dilué partout où il y a un peu de foi en quelque chose. Mais Samuel Arminius, est-ce que ce n'est pas tout simplement charitable de faire ça? De prêter attention à l'autre, qu'il soit musulman, hindouiste, bouddhiste, de s'intéresser à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, sans aucunement évoquer les questions d'immigration, de nation, etc. On parle de cette rencontre qui peut avoir lieu sur le sol national, comme à l'occasion d'un voyage, quel que soit le pays, quel que soit... Alors, effectivement... Vous voulez en fait un dialogue qui conserve cette charité, mais qui présente une exigence renouvelée. Je vous suis bien, Samuel Arminius? En fait, l'attitude d'aller rencontrer l'autre et le plus pauvre est une attitude louable et charitable. Mais qu'est-ce que la vraie charité? La charité est d'offrir ce qu'on a de plus cher à notre prochain, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne peux pas souhaiter, si j'aime mon prochain, je dois lui souhaiter ce que j'ai de plus cher pour moi. Et qu'est-ce que j'ai de plus cher sur cette terre? Je n'ai que le Seigneur. Je n'ai que le Seigneur sur cette terre. Je n'ai rien d'autre à annoncer à part le Christ mort et ressuscité. C'est le don le plus précieux que j'ai à offrir à mon frère. Et en parallèle, on a des musulmans qui nous parlent à longueur de journée de leur ramadan, la joie qu'ils ont de faire l'Aïd, et qui ne comprennent pas pourquoi les chrétiens, leurs collègues de travail, leurs voisins, ne leur parlent pas de leur foi. Mais ça, Samuel Arminius, c'est dû à l'apostasie silencieuse, c'est dû à la déchristianisation. Nous avions reçu sur ce plateau il y a quelques mois, sur le plateau des Chevaux légers sur Radio Courtoisie, Guillaume Cuchet, qui nous avait expliqué comment à partir des années 60, la foi avait moins été transmise en famille, la pratique avait chuté. Vous voyez, il y a une partie, je vous comprends Samuel Arminius, il y a une partie qui est due au silence, dans cette absence de transmission, cette absence d'évangélisation. Il y a, on l'a compris, on a compris que vous n'étiez pas pour des arbitrages théologiques ou plutôt pastoraux qui ont été hasardeux et qui ont porté de mauvais fruits pendant très longtemps, mais il y a aussi tout simplement que cette chaleur dans le cœur des Français, on ne la trouve plus depuis longtemps dans le cœur de tous les Français, ni même d'une majorité de Français. Alors, vous voulez être le levain dans la pâte. Quel dispositif avez-vous retenu pour cela? Mais je veux être le levain dans la pâte, mais... Vous avez fondé, Samuel Arminius, un institut. Oui. Qui s'appelle l'IDM, l'Institut européen pour le dialogue et la mission. Donc, le titre est en anglais. Parce que on voulait vraiment qu'il y ait une ambition européenne dans ce projet, et justement les premiers inscrits... La langue de l'Europe, c'est le français, Samuel Arminius. Alors oui, mais peut-être plus le latin. On en débattra une prochaine fois. Alors, l'Institut européen pour le dialogue et la mission, que fait-il? Par le plus grand des hasards. Qui l'a fondé et dans quelle structure, dans quel diocèse se trouve-t-il? Alors, il a été fondé par un groupe de chrétiens d'Orient et d'Occident qui est sous la haute bienveillance de notre père Monseigneur Ray, Dominique Ray, qui vise vraiment à mettre le paquet dans cette question de l'annonce de la foi. Dominique Ray, qui est l'évêque de Fréjus-Toulon. De Fréjus-Toulon, oui. Qui veut vraiment mettre le paquet pour développer une pastorale diocésaine d'annonce de la foi chrétienne vis-à-vis des minorités telles que celle de l'islam. Samuel Arminius, est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes vous-même issu de la chrétienté d'Orient? Oui, alors moi justement, je suis issu de l'église orthodoxe copte. Je suis entré en pleine communion, c'est comme ça qu'on dit, dans l'église catholique, et j'ai vraiment pris conscience que les chrétiens d'Orient en France en Europe ont un rôle immense à jouer, parce que nous connaissons le vrai islam et non pas l'islam des médias. Vous me permettez?
Lorsqu'il y a un écoute, attentat, Samuel par Arnous. exemple, on va toujours nous citer la sourate 5 au verset 32, celui qui tue un homme tue toute l'humanité, et on verra ce slogan, mais vraiment dans tous les médias et avec des banderoles. Mais si je vous lis par exemple, si vous le permettez, si on a un peu de temps, la sourate dit complètement le contraire. Elle dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption, ce qui englobe tout, sur la terre, c'est comme s'il avait tué les hommes. Tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, ça suit le verset. Et qui s'efforcent de semer la corruption, donc là maintenant on a le verdict, sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés. C'est ce qu'on voit dans les pays Fin de d'Orient. citation. Ça signifie que l'accusation de semer la corruption, elle peut être portée par un bon musulman à l'égard de tout chrétien ? De tous ceux qu'ils considèrent comme De tous seulement la non-musulmans. corruption, qu'ils considèrent comme mécréant, c'est-à-dire celui qui pratique moins la foi que l'autre au final. Mais si je vous comprends bien, Samuel Arnous, ça signifie que ce dialogue, pendant des décennies, a trop renoncé à un discours de vérité sur la nature et du Coran et de l'islam ? Luc, permettez-moi, mais il faut dire les choses. Vous avez parlé d'apostasie et vous avez utilisé le mot juste. Il ne faut pas en avoir peur puisque c'est une des 4 conditions avant le retour du Christ. Donc on ne peut pas nier cette réalité. Dans tous les séminaires de France qui forment les futurs prêtres de France, on annonce que le Coran est une forme de révélation de la parole de Dieu. Il faut le savoir que c'est enseigné dans les séminaires de France. Ça, c'est les futurs prêtres. Donc aujourd'hui, il faut partir à la racine, que nos pasteurs soient formés vraiment sur l'islam, que répondre à un musulman, comment accueillir le musulman, comment annoncer le Christ aux musulmans. Il faut savoir que le Coran lui-même dit que Jésus est la parole, la kalimat Allah, la parole de Dieu. J'ai un Coran qui m'annonce que Jésus, il a la nature divine. J'ai un Coran qui me dit au chapitre 3, verset 55, que ceux qui ont suivi le Christ seront au-dessus des autres. J'ai énormément de choses. Alors, il faut être formé. Ça signifie qu'il faut pouvoir le lire entre les lignes ? Ça signifie pas du tout qu'il faille faire du concordisme. Ça, c'est ce qu'on appelle du concordisme. Ça veut dire finalement prendre les deux textes et dire que c'est la même chose. Non. Les deux textes, le Coran et la Bible ? Non. Ça s'appelle du concordisme. Il s'agit juste de dire, même dans votre erreur, on trouve des arguments qui témoignent en notre faveur, même au sein de votre livre, de votre livre. Alors, ça signifie, Samuel Arnous, que l'Institut européen pour le dialogue et la mission, dont vous êtes un cofondateur, qui est hébergé par le diocèse de Fréjus et Toulon, ça signifie, dis-je, que cet institut forme des chrétiens, et notamment des clercs ou de futurs clercs, au dialogue avec les musulmans, c'est-à-dire qu'il les forme d'abord à la dogmatique catholique, et ensuite à la coranologie, pour être en mesure de débattre et de combattre pied à pied, point après point, sur les écritures de l'islam, afin de convertir. En fait, Je vous comprends bien ? Il faut effectivement avoir vraiment à l'esprit que, surtout avec le pacte de Marrakech, et je vous parlais des Gilets jaunes tout à l'heure, il faut savoir que même le pacte de Marrakech est une des revendications des Gilets jaunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Alors pardon, Jean-Baptiste Lemoyne a signé il y a quelques jours ce pacte de Marrakech proposé par l'Organisation des Nations Unies, refusé par un certain nombre de nations européennes dont les chefs sont appelés par la presse des populistes, et ce pacte entérine le principe des migrations, il en valide le fonctionnement, la motivation, et vise à permettre un accueil facilité, régulier, constant des migrants. Poursuivez, voilà. Je vous en prie. Donc voilà, le grand remplacement n'est plus du tout une théorie du complot. Maintenant, c'est acté. Donc il faut savoir que l'islamisation de l'Europe va suivre son cours, mais il ne faut en avoir aucune crainte. Le Seigneur est vraiment là et la Vierge Marie. Mais nous, de notre côté, on doit travailler. Donc le but, c'est que les chrétiens eux-mêmes soient hyper bien formés sur ce nouveau défi et ce nouvel enjeu qu'est l'islam et son développement dans les pays européens. Pour cela, on propose des formations par correspondance. Les étudiants sont suivis par un tuteur et reçoivent un certificat en fin d'année en dialogue missionnaire. Ils reçoivent un fascicule tous les mois et doivent rendre un devoir qui sera corrigé. Donc ça fait à peu près 8 devoirs qui seront à rendre sur des thèmes tels que
parler de la crucifixion, parler de la Trinité, parler du Christ. Donc, on a pas mal de thématiques comme celle-là. Donc, les cours par correspondance peuvent être demandés sur le site internet de l'Institut, eid-mission.org. eid-mission.org. Et on a aussi des sessions intensives d'1 semaine avec des formateurs spécialistes dans la mission auprès des musulmans. Alors ça, pardon, c'est en présentiel ? Ça, c'est en présentiel, sur place à Toulon. Et il est question maintenant que d'autres diocèses nous rejoignent dans ce projet. Pour un public français et étranger ? Alors moi, j'étais assez surpris et choqué de voir que les premiers inscrits étaient les pays tels que l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, qui sont très touchés par l'islam, mais pas les Français. Ce ne sont pas les premiers qui se sont inscrits. Mais en tout cas, il y a une grande demande en Europe, et le but maintenant, c'est vraiment d'émailler le territoire de spécialistes, de chrétiens qui soient spécialisés sur cette question. Alors sur ce plateau, on n'appelle pas à faire des dons, mais il faut préciser si c'est gratuit ou payant, sans fournir de montant. Alors oui, on demande une petite rémunération, un petit remboursement des frais d'envoi d'expédition. Il n'y a aucun bénéfice qui est fait là-dessus. Le but, c'est que tout le monde soit inscrit. Pour la formation à distance. Pour la formation à distance. Voilà, le but, c'est que tous les chrétiens soient inscrits. Qui est certifiante par un certificat diocésain. D'accord. L'enseignement reçu, c'est un enseignement catholique romain, catholique et donc catholique romain et oriental à la fois. Alors, le vice-président de l'école est un des plus éminents. Un enseignement kérigmatique commun à tout le christianisme. Donc, le vice-président de l'école est un des plus éminents professeurs d'une université pontificale. Les cours sont validés par Monseigneur Reyes. Donc, l'aspect ecclésial est très important. On veut une théologie catholique. On veut que les personnes soient d'abord hyper bien formées sur la foi catholique pour ensuite avoir des outils pour mieux évangéliser les musulmans. L'Institut Samuel Arminius, cette émission s'achève, mais on va en dire encore quelques mots. Il a été fondé à quelle date ? Le 15 août. Le 15 août, en la fête non pas de l'Immaculée Conception, mais de l'Assomption de la Sainte Vierge. C'est également une fête mariale, et les premiers cours ont donc été envoyés par la poste aux premiers inscrits. Voilà. Dans le courant du mois de septembre ou du mois d'octobre ? Oui, au courant du mois d'octobre, on a eu nos premiers inscrits, et tous les jours, on a des demandes à traiter. Donc ça commence... On peut s'inscrire en cours d'année, ou est-ce qu'il faut attendre octobre 2019 maintenant ? Ah non, le but de la formation par correspondance, c'est que chacun aille à son rythme et puisse recevoir les fascicules à son rythme. Voilà. Simplement, il y a un nombre de devoirs qui est incompressible, qui est impératif. Bon, c'est négociable, par exemple, pour des personnes qui ont fait de la théologie auparavant, mais en général, il faut suivre toute la formation pour avoir le certificat. Merci beaucoup, Samuel Arminius, pour cette présentation. Samuel Arminius, vous êtes un cofondateur de l'Institut européen pour le dialogue et la mission, qui est abrité par Monseigneur Dominique Ray en son diocèse de Fréjus et Toulon. Plus d'informations sur l'apprentissage de la mission, et notamment sur la préparation et l'obtention d'un certificat de dialogue missionnaire sur le site de cet Institut européen pour le dialogue et la mission. On en apprendra plus sur eid-mission.org, le site eid-mission.org. Chers auditeurs, cette émission s'achève. C'est la dernière année de 2018. Je vous présenterai mes vœux dans 4 semaines. D'ores et déjà, je vous souhaite de passer un très joyeux Noël. Nous nous retrouvons en 2019 pour la 42e émission, pour le 42e libre journal des Chevaux légers. Ce sera à la date du 10 janvier. Merci à Benoît à la technique, à tous nos invités. D'Arrebourg, Servalilium. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des Chevaux légers dirigé par Luc Le Garsmer, diffusé en direct jeudi 13 décembre 2018 de 21h30 à 23h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 €,
ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.